Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ça dépend du support sur lequel vous écoutez. Petite vidéo avec une nouvelle personne que j'invite en tout cas sur la chaîne qui va directement se présenter et qui s'appelle Tim. Bonjour à tous. Là, tu peux. Effectivement, je travaille en fusion-acquisition, et dans l'investissement immobilier depuis 5 ans. Avant ça, j'ai fait un master, en finance à l'université Paris-Dauphine et un en immobilier, à la Sorbonne, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter du sujet du jour. Exactement. Donc, nous, on s'est connus dans les études, hein. On va être très clair, notamment sur celui de la Sorbonne. Je n'avais pas trop parlé de mes études, mais bon, au fur et à mesure, de toute façon, je vais devoir me découvrir. Là, aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est, d'expliquer, d'évoquer le point, suivant, que l'immobilier est un placement intéressant, mais attention au niveau des chiffres, lorsqu'on creuse un petit peu plus dans le détail, on verra qu'il y a quand même des points de vigilance et que malgré les apparences, hein, qu'on peut entendre que l'immobilier ne baisse jamais ou qu'on fait forcément une plus-value ou qu'on est forcément gagnant, malheureusement des fois on peut arriver à des surprises et donc l'objectif c'est de décortiquer et d'échanger sur ce point de vue justement donc, avec Tim. L'idée, c'est de se dire que, Là c'est l'investissement immobilier n'est pas toujours un bon investissement. Contrairement à ce qu'on a pu nous dire, et le message qui peut être passé, des générations, précédentes. Heu, il faut un peu rentrer dans les chiffres et se rendre compte que ça fonctionne pas toujours de la bonne façon. Et moi, j'aime bien, utiliser l'exemple, d'un investissement de 100 000 € assez simple, financé à 80 par dette et 20 par equity. Alors, l'objectif étant, c'est aussi qu'on décortique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, la plupart du temps, c'est fait par des agents immobiliers, par des administrateurs et on rentre pas forcément, dans la partie donc financière qui est pour toi assez intéressante, qui est plutôt récente, hein, dans l'ensemble, mais l'objectif étant, c'est un petit peu chiffrer l'ensemble des données et de toute façon, je vais te laisser décortiquer, hein, Tim, ce process, puis j'hésiterai pas à intervenir sur différents points, mais l'objectif, c'est vraiment décortiquer et à la fin, in fine, hein, de se rendre compte de l'impact des différents postes qui va impacter notre rentabilité. Évidemment, on va arrondir les chiffres, hein, on va pas être sur du millimètre. On pourrait éventuellement s'amuser à faire ça. Dans l'absolu, aujourd'hui, la vidéo, parce qu'il faut qu'elle soit un peu plus sympa, on va arrondir des grandes fourchettes, mais juste pour vous rendre compte que l'impact d'un investissement immobilier, ça se résume pas forcément aujourd'hui une appréciation du capital. À du rendement, il y a une rentabilité. Vous allez voir qu'il y a quand même des postes de charge qui sont très importants Ouais, moi, immobiliers. j'aime bien réfléchir, en grande masse. Je prends souvent le cas d'un investissement de 100 000 €, financé à 80 par dette et 20 en capitaux propres. Et en fait, quand on regarde ça, sur 25 ans, on se rend compte qu'à peu près 80 de la valeur de l'investissement est détruite sur 6 postes, grosso modo, qui sont les frais de notaire, qu'on sait, et qu'on peut approximer à peu près à 8 de l'opération. Les coûts de l'emprunt, qui sont aujourd'hui entre 3,5 et 4. La taxe foncière, qui est souvent, sous-estimée. Les charges de copropriété, qui peuvent être très importantes, et les travaux, de maintien, qui pour la période peuvent être. Oui, pour l'entretien de l'actif en question, exactement. Un ravalement de façade, par exemple, ça peut tout de suite se chiffrer et c'est vrai qu'on a pris la copro parce qu'on a des charges qui sont importantes, mais également nos propriétés, les charges peuvent être encore une fois plus importantes si on a un jardin à entretenir, par exemple et la partie entretien, malheureusement, c'est la charge du propriétaire. Ça, faut pas l'oublier, sauf si on a vraiment un locataire qui, entretient votre actif et ça arrive, hein, notamment sur de la partie maison, sur du très long terme lorsqu'on loue en nu, il va prendre ça à sa charge. Mais dans l'absolu, on va vraiment prendre un cas typique en copro avec des charges assez importantes, un syndic qui est un petit peu perdu et un immeuble plutôt vieillissant, hein, dans l'absolu. Juste qu'on puisse se rendre compte aujourd'hui des Exactement. différents postes. Alors là, j'ai cité 5 postes. Le sixième, donc ça, c'est un peu les 5 postes socles. Le sixième poste, c'est la fiscalité, donc votre fiscalité de sortie, et ça dépendra un peu heu, des modalités de détention. Mais donc si on fait un peu. C'est Pardon, ça ouais, et du vas-y. véhicule. Non, non, Ouais, j'ai tout à aussi du fait. véhicule d'investissement, hein, une SCA familiale, une SCI. Voilà, vas-y Et donc si reprends, on je fait t'en un prie, peu les excuse-moi. maths, un actif de 100 000 € financé à 80 par dette et 20 de capitaux propres, frais de notaire de 8, donc on détruit déjà d'entrée de jeu 8 000 €. Les coûts de l'emprunt, si on prend une hypothèse, avec les taux d'aujourd'hui de 3,5 sur 25 ans, c'est 40 000 € de destruction de valeur. C'est massif. D'accord. Ouais, c'est important, ouais. Pour ce qui est de la taxe foncière. Moi Ouais.
je vais juste rebondir sur l'emprunt. Alors on détruit la valeur, je suis d'accord. Par contre, comme je te mentionnais, tout à l'heure, d'un côté, on va avoir un loyer, alors ça dépend si on est locatif ou pas locatif, hein, mais dans l'absolu, dans le locatif, ce qui est important à prendre en compte et vice versa si on est locataire, c'est qu'on va avoir un loyer qui va en fait augmenter au cours du temps, qui va être indexé sur donc l'IRL, c'est un indice de référence, loyer, et celui-ci va être indexé. Donc d'un côté, on a un crédit en fait qui est constant, annuité constante chaque année. Au bout de 25 ans, le coût de l'emprunt sera inférieur par rapport à celui, qu'on a contracté initialement, et lorsqu'on est locataire, vice versa, on a toujours un loyer qui augmente parce qu'il est indexé à l'inflation, à l'IRL, même si dans l'absolu ça reste plutôt faible et qu'on protège les petits locataires lorsque l'inflation dérape. C'est ce qui s'est passé justement durant le Covid-19, on a plafonné à 2,5. On a quand même dans l'absolu des loyers qui ne cessent d'augmenter et un crédit immobilier qui celui-ci est constant, et qui ne bouge pas. Donc au final, sur du long terme, ça nous revient quand même un petit peu moins cher. Absolument, ça va nous permettre de tempérer un peu le propos. Mais si on regarde vraiment les grandes masses, donc 20 000 € d'investis au départ, 8 000 € de détruits par les frais de notaire, 40 000 par le coût de l'emprunt, une taxe foncière, bon, ça change un peu en fonction de la localisation. On peut prendre une hypothèse de 500 € par an, donc à peu près 13 000 € détruits sur 25 ans. Les charges de copropriété, pareil, ça varie en fonction du bien, mais on peut se dire 500 € par an également, donc à nouveau 13 000 € de détruits. Et enfin, les coûts d'entretien et les menus travaux. Bon, certaines années, ces coûts seront à zéro, d'autres, on aura des montants plus importants. De la même manière, on peut lisser cela à 500 € par an. Et donc, on se retrouve à nouveau sur 25 ans à une destruction de valeur de 13 000 €. Donc, si on fait la somme de tout ça, sur cet investissement de 100 000 € sur 25 ans, je vais détruire 80 000 € de valeur. Ce qui est assez frappant, ce qui est Qui est assez conséquent quand frappant même. dans l'analyse. Je suis vraiment d'accord avec toi et lorsque tu m'as mentionné ce point, je pensais pas que c'était en toute honnêteté aussi important. Je savais que par contre dans la pratique que le rendement, encore une fois le rendement, c'est-à-dire les loyers par rapport au prix d'achat, encore une fois il y a différents types de rendement, le brut, le net, mais dans l'absolu dans l'immobilier, le rendement, on gagne quasiment rien aujourd'hui. Comme tu mentionnais, parce qu'on a les charges, on a la taxe foncière qui ne cesse d'augmenter, qui est indexée à une indexation qui est plus importante quoi qu'il arrive que les loyers, ça aussi c'est une aberration. Ça va de 1 à 3 mois de manière générale en fonction de l'emplacement de votre actif. Bon, voilà, moi je sais qu'en rendement, on ne gagne rien. Mais par contre, sur 25 ans, une destruction de valeur de jusqu'à 80 000 €, sachant que l'actif coûte 100, ce qui est quand même considérable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est bah, comment on peut gagner de l'argent dans cette Si on situation. prend un peu de recul, ça veut dire que à la fin des courses, ce bien, si je le vends 100 000 €, donc le prix que je l'ai acheté, je n'ai je n'ai, généré aucune valeur. C'est-à-dire que j'ai mis 20 000 € à la base, j'ai investi en frais de notaire, en coûts d'emprunt, en taxes foncières, en charges de copropriété et en entretien 80 000 €. Donc 100 000 € sont sortis de ma poche, je le revends 100 000 € dans 25 ans, j'ai pas créé de valeur. Donc ça veut dire que sur cette base, si je veux m'enrichir, il faut que je fasse de la plus-value. Donc soit entrer très bas, soit sortir très haut, mais sans cela, ça marche pas. Donc ça, c'est le premier point. Le second point qui, a pu être vrai, dans le passé, c'est des taux d'intérêt, très bas. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans cette destruction de valeur, le gros, c'est le coût de l'emprunt. Si ces 40 000 € que je détruise Ouais, c'est aujourd'hui sur ce petit exercice tombent à zéro, ça change tout. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et même, il y a des points aussi qu'on n'a pas notifiés, mais le temps. Aujourd'hui, un investissement locatif, ça prend quand même un peu de temps, sans s'occuper. Sinon, encore une fois, on a encore d'autres frais qui se rajoutent, hein. Des frais de gestion, on a à peu près entre 6, 7, 8 si on met une GLI, par exemple. Donc encore une fois, il y a quand même d'autres coûts qui peuvent se rajouter, in fine, à l'addition, et comme tu dis aujourd'hui, ce qui est important de remettre à chaque fois le point initial, c'est un le prix d'achat qui va définir votre investissement. Pour moi, c'est le prix d'achat, c'est pas la sortie, c'est le prix d'achat. C'est malheureusement le seul paramètre qu'on peut vraiment contrôler, c'est le prix d'achat. Le prix de sortie, c'est compliqué en fonction du marché. Donc, pour moi, c'est se concentrer sur le prix d'achat. Rendement, il faut partir du postulat, encore une fois, c'est ma vision, qu'il va quasiment, on va avoir aucun rendement pendant la détention de l'actif, encore une fois, et être proactif au niveau de la gestion, hein. C'est ce qu'on appelle, dans l'asset management, le mieux, c'est créer de la valeur via, par exemple, les travaux. Ça aussi, je pense que c'est un point important à notifier. Il y a le point d'entrée, toujours penser à la sortie, lorsqu'on va acheter, et créer de la valeur.
c'est ça pour moi qui est aussi important. C'est-à-dire que si on achète un actif immobilier en ouvrant une agence immobilière classique, je pense qu'on a à peu près ton raisonnement. La création de valeur, en tout cas, du moins pour la personne qui investit, est relativement faible. Après, évidemment qu'il y a des choses, des notions qui ne sont pas qu'on ne peut pas chiffrer, comme la sécurité, par exemple. Le fait d'avoir une résidence principale, une résidence familiale, pour moi, ça ne se chiffre pas, hein, la sécurité. Mais c'est important toujours d'avoir ces petits points qui reviennent à chaque fois. C'est prix pour moi d'achat. Le prix de sortie, on ne peut pas vraiment le contrôler en fonction du marché. Et deuxièmement, c'est la création de valeur, c'est-à-dire et ben, se mettre un petit peu au travail, faire des travaux et sortir aujourd'hui l'épingle du jeu. Ouais, exactement. C'est vraiment une analyse qui doit se faire au cas par cas et c'est, comme tout bon investissement, au final, un jeu d'opportunités. Ah oui, je pense que, on met pas assez ce point-là, mais pour moi, l'opportunité, le réseau en immobilier est indispensable. C'est-à-dire que si on ne fait pas un coup, si je puis me permettre, hein, en utilisant cette Ouais. expression, on ne s'enrichit pas forcément via l'immobilier pour moi. Et après on n'a pas parlé d'un point qui est important, c'est le sixième bloc, c'est la fiscalité. Ah oui, mais la fiscalité, après, c'est assez large. Enfin, je suis d'accord avec toi, la fiscalité, surtout en ce moment, hein, ça peut te changer, mais ça va dépendre, encore une fois, du véhicule d'investissement, si on est en eau propre, si on loue en meublé, non meublé, si on est sur une SCI, donc transparente, non transparente, une SRL familiale. Mais déjà, sans prendre le traitement fiscal, qui est déjà assez lourd dans l'immobilier, à moins, au bout de 25 ans ou 30 ans, où les RP, ben, on se rend compte en fait qu'on n'a pas de traitement fiscal à ce jour. Sinon, ça vient encore une fois rajouter une strate supplémentaire et là, bah, limite, c'est pas rentable, hein, j'ai envie de te dire. Effectivement, on se pose la question, heu, parce qu'après l'alternative, c'est aussi ça, hein, c'est de se dire, «Bon, si ça fonctionne pas ou en tout cas, que dans des cas particuliers, qu'est-ce que je fais?» Et donc l'étape d'après de l'analyse, c'est de se dire: «Bon, ces 20 000 € d'apport que je ne mets pas dans cet investissement qui, sur le papier, fonctionne pas forcément, où est-ce que je peux les mettre?» Et la réponse qui ressort souvent, c'est celle de l'investissement, dans un indice boursier, qui extériorise entre 7-8 par an, sur du très long terme. C'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on a enfin, après c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de comparer 2 investissements parce qu'entre temps, on a d'un côté les indices, mais qui sont volatiles et donc je vois mal le petit ménage, entre guillemets, «lambda», qui a 40 ans ou voilà, qui va commencer son premier investissement, se mettre sur du SP 500 par exemple, sans citer d'indice, c'est le plus connu. Aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux qui sont hauts et avoir aujourd'hui une rigueur pour tenir pendant 20 ans chaque mois en DCF, comme on appelle ça, c'est-à-dire, enfin en DCA, pardon, Dollar Cost Average, tous les mois mettre, je sais pas moi, 500 € par exemple, malgré une baisse peut-être de 30 à 40 parce que forcément, on va connaître des crises. Hop. C'est compliqué. D'autant plus que, la flat tax Mmh. risque peut-être d'évoluer. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu te sens plus à l'aise sur quoi? Sur l'immobilier ou sur, l'indice? Honnêtement, aujourd'hui, je serais bien plus à l'aise sur un indice. C'est sur le long terme, un rendement assez important, assuré, beaucoup moins d'énergie au quotidien et une fiscalité moins lourde. C'est vrai, mais de l'autre côté, on contrôle absolument rien. C'est-à-dire que l'indice, chut, il part. Mais contrôle rien. C'est-à-dire que le matin, on peut se prendre du -30, -40. Si on a besoin de cet argent, tu vois, ou d'arbitrer, et ben, ça se trouve, l'indice va peut-être rien faire pendant 5 ans et en attendant, on est un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Un peu coincé, quoi, je viens de te dire. Donc c'est vrai que sur le papier, ça fait 7 à peu près peut-être 8, mais on ne contrôle pas son actif. On peut pas le toucher, on peut pas le voir, tu vois ce que je veux dire? Et en cas d'aléa, il faut avoir le mental et je pense pas, en toute honnêteté, qu'il y a beaucoup de monde qui est capable de tenir avec rigueur un investissement tous les mois de manière monthly, peu importe l'état du marché, d'acheter du SP500 du Nasdaq. Sachant qu'aujourd'hui, on paye ça très cher. On paye ça très cher. Je te rejoins Donc, sur, moi aujourd'hui, j'ai du je mal te à rejoins investir. effectivement sur la nécessité de constance sur le long terme pour que ça fonctionne. Sur le fait qu'il y a de la volatilité et qu'aujourd'hui, c'est très cher, c'est vrai, mais c'est quand même à tempérer si tu prends en compte le fait que tu investis de manière lissée dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas payer, probablement, ton indice un peu cher. Demain, tu le payeras probablement, beaucoup moins cher et relativement bas et à la fin, ça fera une moyenne qui sera cohérente et les actions payées trop haut un jour seront compensées par les actions payées, beaucoup plus bas le lendemain
et in fine, c'est un peu l'analyse qui est faite, hein. Quand tu regardes sur les 25 dernières années, tu achètes haut, tu achètes bas, à la fin, ce 6 ou 7 il est ou 7 ou 8 il est extériorisé de la même manière. Mais effectivement, il faut être à l'aise avec l'idée, que, que votre portefeuille, varie énormément. De l'autre côté, moi je reviens un petit peu sur l'immobilier. On part du postulat d'une résidence principale. On a la chance qu'en France, c'est quand même plutôt facile de lever de la dette, on est bien d'accord. Là, on a parlé que 20% d'apport, ça peut être un peu moins, hein, dans l'absolu aussi. Même si les performances ne sont pas au rendez-vous, on a quand même aujourd'hui euh, l'aspect, je trouve, l'aspect sur la sécurité qui est conséquent. C'est-à-dire, peu importe aujourd'hui la situation du marché boursier, si ça fait rien pendant 5 ans, on a quand même notre petite résidence principale. Et dans l'absolu, le crédit immobilier qu'on paye, et ben à la fin, il nous revient. C'est-à-dire qu'on a un actif à la fin. Que lorsqu'on est locataire, tu vas payer à peu près le même montant, peut-être un petit peu moins cher dans l'absolu. Bah, au bout des 25 ans, en fait, l'actif, bah, tu as payé en fait quelqu'un qui s'est entre guillemets Ah enrichi sur ouais, toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? cet argument, Donc au je bout de l'entends 25, souvent, ouais, mais en fait, si on reprend notre exemple, effectivement, à la fin, des 25 ans, monsieur A aura un actif, en pleine possession, mais il l'aura payé. Parce qu'il aura investi 20 000 au départ et il aura payé 80 000 de frais, de frottement tout au long de la détention. Donc oui, à la fin, tu as un actif, mais tu as payé chaque euro de cet actif. Donc en fait, oui, dans le cas d'une en RP, termes ouais, de dans le général, création de valeur, je suis d'accord avec toi. si tu le vends au même prix que tu l'as acheté, tu es à zéro. Oui, mais sur 25 ans, c'est quand même «rare» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ça suit un petit peu l'inflation, Voilà, en tout dépend de la général. création de valeur qui est générée en plus-value. Et si on le compare Et au avec prix d'achat surtout. l'investissement, C'est là où tu peux contrôler, boursier, quoi. le 20 000 € d'apport investi, 25 ans plus tard, à 6 ou 7 composés, aura lui aussi une valeur. Tout le jeu, c'est de savoir, quel sera le différentiel entre les 2. Oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'en fait, il y a quand même un aspect d'incertitude qui est important, hein, Ouais. dans les 2 cas, en fait. C'est-à-dire, pour moi, le seul paramètre où pour moi, hein, on peut savoir, que l'immobilier est plus intéressant qu'un investissement en bourse, ça va être le prix d'achat de votre actif immobilier. C'est-à-dire que si on achète aujourd'hui avec une forte décote, est-ce qu'on a un bon réseau, on se bouge un petit peu, on a une succession qui est compliquée, on a, on va dire, un petit réseau au niveau des notaires, on a une belle opportunité. Si on achète, pour moi, sous le marché et qu'il y a déjà une création de valeur dès le début, pour moi, quasiment le match est fait. Ouais, tout à fait d'accord. L'enjeu, il est vraiment là, il faut acheter malin, soit par Et créer la l'opportunité valeur. en elle-même, soit Et par des créer la conditions de valeur. marché, très favorables avec un coût de l'emprunt très faible. C'est vraiment l'idée, ouais. Parce que le coût du marché, pour moi, le coût du marché, oui, on aura peut-être un coût, enfin, ça m'étonnerait qu'on revienne, je pense, hein, d'ici là, à des taux à inférieurs à 1. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, l'objectif étant, c'est d'acheter à une décote, ce qui est compliqué dans la pratique, mais ce qui n'est pas impossible. Comme on a mentionné, l'objectif c'est vraiment d'avoir un réseau, le travailler et être, on va dire, un spécialiste sur sa zone en question. Donc ça, c'est le premier point. Acheter moins cher que le marché. Et ça, enfin, ça se fait, hein, faut pas non plus avoir un bac plus 15 là-dedans. Et aussi, un point important, mais pas forcément en avant, c'est la création de valeur en plus sur l'actif. Voilà, c'est-à-dire d'avoir un petit coup d'œil un peu malin et de transformer entre guillemets l'actif ou de l'améliorer avec une création de valeur. Et c'est là pour moi vraiment on sort du jeu, enfin on arrive vraiment à dégager une plus-value qui est intéressante. C'est un à l'entrée et deuxièmement à la transformation en ajoutant un élément en plus. Ça dépend encore une fois de l'actif, il y a énormément d'éléments, on pourra en reparler. Mais c'est vraiment sur ces 2 points. La sortie pour moi, on ne peut pas trop la contrôler, c'est très compliqué, ça dépend du marché. La partie rendement avec le locataire, on est quand même pro-locataire aujourd'hui, techniquement avec, comme tu as dit, la taxe foncière qui ne cesse d'augmenter, qui va continuer d'augmenter. Les charges qui sont importantes aujourd'hui. N'oubliez pas également de rénover votre actif avec un rafraîchissement, la peinture tous les 10 ans. Ça fait partie malheureusement du jeu, en tant que bailleur ou même dans une résidence principale. Entretenir votre actif, ça a un coût. Pour moi, durant la détention, on ne gagne rien. Et la sortie, si possible, sortir à un niveau du marché qui est intéressant. Mais il faut quand même davantage de compétences, je trouve, enfin, c'est mon humble avis, que en bourse. En bourse aujourd'hui, avec entre guillemets la fameuse technique qui est mentionnée, ETF, ETF, même si un jour je pense qu'il risque de se passer un truc sur les ETF, c'est mon humble point de vue, faire une sorte voilà, de DCH sur du très long terme, programmer, bon, c'est faisable. Mais encore une fois, faut avoir quand même une rigueur qui est importante, mais ça demande beaucoup moins aujourd'hui, un, de temps et 2e point, de compétences.
Parce que mine de rien, aujourd'hui, en immobilier, faut avoir un réseau, faut s'y connaître sur les travaux, faut être un petit peu malin. Ça demande, c'est mon humble point de vue, davantage de compétences que via aujourd'hui suivre un indice tel que le SP500. Même s'il faut, à mon avis, se diversifier et ne pas être que sur le SP500, surtout aujourd'hui. Tout est dit. Tout est dit, conclusion. Allez, c'est fini. Salut les guys. Non, non, terminé avec une petite conclusion. Je te laisse le mot de la fin, Tim. Vas-y, je t'en prie. Ouais, un grand merci Pierre, pour cet échange. Voilà, le tout c'est de se garder en tête que l'investissement immobilier n'est pas automatique, qu'il y a 6 gros points à contrôler lors d'un investissement: les frais de notaire, le coût de l'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété et les travaux d'entretien tout au long de la durée de détention. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, in fine, pardon, j'ai oublié le 6e point qui est bien sûr la fiscalité. Et une fois qu'on s'est dit ça, il ne faut pas oublier que, comme tout investissement, il faut un peu de finesse dans l'analyse et essayer de la jouer malin. Exactement. Merci, Tim, pour ce petit mot. Moi, j'ai clôturé. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, hein, que vous soyez sur les différentes plateformes. On va évidemment tous les lire. Puis c'est intéressant d'échanger avec vous parce qu'il y en a qui ont de très très bons raisonnements. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas à débattre et à critiquer le modèle, c'est avec plaisir tant que c'est construit. Et on se dit à une prochaine. Oui. À bientôt. Allez, bye bye.